Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le 7 janvier, un méga-feu démarre à Los Angeles. Le 14 décembre, le cyclone Chido frappe Mayotte avec une ampleur sans précédent. Le 17 octobre, ce sont des fortes pluies qui s'abattent sur Givors et le sud du Rhône. Au mois de mai, c'est l'Inde qui connaît des vagues de chaleur la plus longue de son histoire. Il n'y a plus d'orages mais des tempêtes, plus d'épisodes pluvieux mais des inondations. Les incendies succèdent aux vagues de chaleur, les sinistres aux catastrophes. Ici comme ailleurs, les récoltes sont détruites, les arbres sèchent sur pied, les coulées de boue entraînent les maisons et les souvenirs, les routes sont défoncées, les terres saccagées et les vies abîmées. Et nous pleurons les morts, toujours plus trop nombreux et bien trop nombreux. Et j'ai ici une pensée particulière pour les Mahorais et les Mahoraises qui ont été frappés de plein fouet par le cyclone et par l'abandon de l'État. Car dans l'ère de l'Anthropocène, ce n'est pas la nature qui se déchaîne, c'est l'action humaine qui réchauffe le climat, qui broie les plus faibles et qui tue nos semblables. Les responsables, ce sont les majors pétrolières qui forent inlassablement nos sols pour enrichir leurs actionnaires. Ce sont les agro-industriels qui détruisent nos forêts, entassent les animaux et font disparaître les paysans. C'est Bernard Arnault qui, le 1er janvier à 2h15 du matin, avait déjà consommé le budget annuel carbone d'un Français. Et puis il y a vous, membres successifs des gouvernements d'Emmanuel Macron et de ses soutiens, qui avaient laissé s'installer le port méthanier du Havre, qui défendaient la 69, qui avaient assoupli la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, qui vous saisissez de chaque texte pour amoindrir encore un peu plus le droit de l'environnement et qui maintenant attaquez l'ADEME puisque la criminalisation des militants écologistes ne vous suffit plus. Alors disons-le, vous ne faites rien pour l'écologie. La transition écologique est toujours la première sacrifiée de l'austérité. Sur le budget 2025 que vous allez reprendre, les moyens de la mission écologique diminuent de 10%, dont une baisse du fonds vert d'au moins 1,5 milliard. Sur les aides écologiques, c'est au moins 1,9 milliard de baisse. Ces baisses, c'est très concrètement ces aides qui permettent à tous les ménages, y compris aux ménages modestes, de pouvoir habiter des logements confortables et pas dans des passoires thermiques ou des bouilloires. Ce sont aussi ces aides qui permettent aux Français, y compris les plus modestes, de pouvoir acheter des voitures qui sont moins polluantes. Alors oui, sur les 7 milliards d'euros qui manquent au budget Barnier, pour être dans la bonne trajectoire, espérer tenir les engagements climatiques de la France, vous nous dites pouvoir trouver à peu près 200 millions d'euros. C'est bien charitable, mais nous ne nous contenterons pas de miettes. Ce que nous demandons, c'est simplement les moyens de faire face aux plus grands défis qui pèsent sur nos concitoyens. La France est à la croisée des chemins sur son ambition écologique et aujourd'hui, nous faisons fausse route. Car une politique écologiste, c'est une politique qui protège tous les citoyens, en particulier les plus précaires du réchauffement climatique. C'est une politique de réindustrialisation forte qui sécurise les emplois et la production industrielle avec des normes sociales et environnementales ambitieuses. C'est une politique qui permet aux agriculteurs de vivre de leur travail et qui réduit les profits records de l'agro-industrie. Tout cela, vous n'en voulez pas. Pourtant, pour nos concitoyens, le chaos généré par le réchauffement climatique, ça commence à bien faire. Car si nous sommes honnêtes, l'écologie n'est pour vous qu'un slogan de campagne, une promesse toujours trahie une fois prononcée. Mais Monsieur le Premier ministre, je vous invite à la prudence. Dans une société française usée par les fausses promesses, fatiguée des mots creux, exaspérée par la politique spectacle, se contenter de déclarations sans lendemain, d'effets de communication ne suffira pas. Bien au contraire, cela creusera davantage la défiance et le sentiment de honte des Français envers leurs dirigeants. Car la confiance d'un mandat qui débute se construit ou se délite sur l'efficacité des engagements pris. Et pour les moments, tout ce que nous constatons, ce sont des écrans de fumée. Car disons les choses clairement et en transparence. Tout d'abord sur le budget. La méthode que vous posez, pour le coup, est simple et lisible. Vous reprenez en quasi-intégralité le budget de M. Barnier. C'est donc la saignée des services publics et l'appauvrissement des collectivités que vous proposez. Les discussions du budget reprendront cette semaine au Sénat. Elles iront après en commission mixte paritaire où je ne doute pas que vous serez organisés pour être majoritaires. Puis alors, l'Assemblée devra de nouveau se prononcer
sur un budget dont elle n'aura pas débattu. Un budget sur lequel nous n'aurons pas pu faire intégrer de nouvelles recettes et avec 50 milliards d'euros d'efforts. C'est donc toujours un budget ultra austéritaire qui sera soumis au vote. Une austérité qui ne pourra, Monsieur le Premier ministre, que fragiliser notre économie. Car trop de coupes budgétaires, c'est l'économie que vous grippez, c'est l'emploi que vous détruisez. La copie de Michel Barnier, c'était une hausse du chômage. L'OFCE évaluait à plus de 50 000 € le nombre d'emplois probablement détruits. Reprendre une telle copie est une erreur. Alors, est-ce que la copie sera exactement la même que celle de Michel Barnier? Probablement pas tout à fait. Tout d'abord, car l'Assemblée et le Sénat ont fait leur travail. En fin d'année dernière, nous avons stoppé l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Nous avons arrêté le déremboursement des médicaments. Nous avons réduit le nombre de suppressions de postes. Nous avons quelque peu allégé les coupes sur les départements. Des avancées que les parlementaires ont obtenues et que j'espère vous reprendrez. Et ensuite, s'il y a des avancées, c'est car il y a eu censure. La censure a été une déflagration, certes, mais une déflagration indispensable pour qu'enfin, après 3 ans, après avoir gouverné sans discuter, la censure vous rappelle que dans une démocratie, l'expression de la volonté populaire est un garde-fou nécessaire contre le sectarisme des gouvernements. Alors oui, nous nous sommes assis pour discuter et nous avons défendu bec et ongle l'augmentation du budget de l'hôpital et des EHPAD, des moyens pour l'école, des nouvelles recettes, le rétablissement des moyens pour une politique du logement. Mais au final, vous nous proposez globalement que les choses restent telles qu'elles sont et que lentement les conditions de vie des Français se dégradent. Mais je vous pose la question, trouvez-vous que l'école va bien, que l'hôpital fonctionne, qu'on vit correctement de son salaire? Si vous pensez répondre positivement à cette question, je vous invite à aller voir les salariés aux emplois menacés sur la plateforme de Pont-de-Clair, les infirmières à Visil ou les agriculteurs à Saint-Jean-de-Vaulx. Ils vous diront que les efforts, c'est eux qui les font. Et l'un des efforts les plus importants que vous avez opposés en Français, c'est celui d'avoir à travailler 2 années de plus. 2 années volées brutalement par le 49.3 et la répression des manifestations. La réforme des retraites est donc devenue en tout premier lieu une question démocratique, celui de la démocratie sociale, celui de la démocratie parlementaire et enfin le respect du peuple souverain qui, le 7 juillet, ont clairement dit qu'ils voulaient un changement de politique. Et j'ai écouté avec attention votre discours, Monsieur le Premier ministre, et j'ai un désaccord avec vous. Vous dites « Le gouvernement considérera les Français comme des partenaires des décisions à prendre ». Mais les Français, ce ne sont pas vos partenaires. Ils sont vos patrons et les élus sont leurs serviteurs. Vous ne dirigez pas les Français, vous dirigez la France en leur nom. Et votre seul devoir est d'appliquer leurs choix. Cette vision bien restrictive de la démocratie et de la place du peuple explique pourquoi vous vous obstinez à considérer la retraite à 64 ans comme légitime et comme la norme qui prévaut. Alors vous nous proposez une mission flash de la Cour des comptes, puis une conférence sociale. Enfin, j'espère que vous écouterez les syndicats. Nous vous y invitons et nous les soutiendrons. Mais reconnaissez que le mécanisme que vous avez imaginé ne leur est pas favorable, puisque d'ores et déjà, vous avez annoncé que s'il n'y avait pas d'accord, la réforme des retraites à 64 ans continuerait à s'impliquer, risquant de nous entraîner dans un voyage dont on connaît déjà la destination, retour à la réforme Borne. La seule manière de mettre patronat et syndicats sur un pied d'égalité dans ces négociations, c'est de vous engager à une loi, que cette loi soit présentée au Parlement, quels que soient les résultats de la discussion. Et soyons très clairs, je pense que nous l'avons été, rien ne rendra la réforme des retraites à 64 ans légitime et nous continuerons à la combattre. Enfin, sur le budget, les retraites, vous prenez le même chemin que Michel Barnier, mais sur la complaisance au Rassemblement national également. Depuis quelques semaines, votre gouvernement nous a donné à voir quand même plusieurs indignités qui nous inquiètent. Quant à Mayotte, les secours cherchaient encore les survivants. Vous flattiez déjà les relents xénophobes les plus vils, tournant le dos à la détresse des professeurs et des citoyens. Alors que la situation se tend avec l'Algérie, vous laissez vos ministres jeter de l'huile sur le feu au lieu de chercher le dialogue et l'apaisement. Et enfin, votre ministre de l'Intérieur, qui veut dévoyer la laïcité et souhaite en faire un outil de discrimination envers les musulmans. Je vous le lis, la liberté de croire et de ne pas croire, les Français y sont attachés. L'égalité de chaque citoyen, quelle que soit sa religion, les Français y sont attachés et ne vous laisseront pas faire.
Vous ne prendrez donc jamais que reprendre les termes de l'extrême droite, c'est la faire progresser. Reprendre sa logique excluante, c'est abîmer notre cohésion sociale et fracturer les Français. Tout cela, nous ne pouvons pas l'accepter, Monsieur le Premier ministre. Alors, tant que vous vous obstinerez à ne rien changer, nous n'aurons d'autre choix que de continuer à vous censurer. Je vous remercie, Madame la Présidente.